Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une promesse qu'on voit absolument partout. Les produits riches en protéines végétales. C'est devenu l'argument santé numéro 1. Mais et si je vous disais que le chiffre fièrement affiché sur l'emballage cachait en fait une toute autre histoire? Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Quand on lit ça, on se dit quoi? 20 grammes de protéines, c'est 20 grammes de protéines. C'est simple, non? Eh bien, en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. On va mener une petite enquête en 3 indices pour découvrir si ce qu'on lit sur la boîte correspond vraiment à ce que notre corps peut utiliser. Alors attention, qu'on soit bien clair, manger végétal, ça a d'énormes bienfaits. C'est prouvé, ça aide à réduire l'inflammation, plein de bonnes choses. C'est une super tendance de fond. Mais là où ça se complique, c'est quand on parle spécifiquement des protéines. Il y a quelques petits détails techniques qui changent complètement la donne. Et voilà notre tout premier indice. Tout part de la base du problème, la façon même dont on calcule la quantité de protéines dans un aliment. Et vous allez voir, la méthode est assez surprenante et pour être honnête, un peu approximative. Voilà la clé du mystère. La loi n'oblige pas à compter les protéines une par une, ce serait bien trop compliqué. Non, elle impose une méthode indirecte. On mesure la quantité totale d'azote dans le produit. En gros, au lieu de compter les vraies protéines, on se base sur un autre élément pour faire une estimation. Et pour transformer cette mesure d'azote en grammes de protéines, on applique ce qu'on pourrait appeler un chiffre magique, 6,25. C'est le facteur de conversion officiel, le même pour presque tout. On prend la quantité d'azote, on multiplie par 6,25 et hop, on obtient le chiffre qui finit sur l'étiquette. C'est simple, c'est rapide, mais c'est précisément là que le problème commence. Et voilà le hic. Le point crucial, il est là. Les plantes contiennent naturellement pas mal d'azote qui n'est pas dans les protéines. C'est ce qu'on appelle l'azote non protéique. Sauf que le test, lui, il ne fait aucune différence. Il voit de l'azote, il le compte comme de la protéine. Résultat, le chiffre final est artificiellement gonflé. Et les conséquences de ce petit tour de passe-passe, elles sont loin d'être anecdotiques. À cause de cette méthode de calcul, la teneur en protéines des sources qu'on adore, comme les pois ou le riz, est souvent surestimée de près de 18%. Oui, 18%. C'est presque un cinquième de ce qui est annoncé, qui, en réalité, n'est pas de la protéine. Et là, ce tableau, il est super parlant. D'un côté, on a le facteur légal, ce 6,25 taille unique qu'on applique à tout, et de l'autre, la réalité scientifique. Pour le riz ou les pois, le vrai facteur devrait plutôt tourner autour de 5,3. C'est cet écart entre la loi et la science qui crée toute la surestimation dont on vient de parler. Allez, on passe à notre deuxième indice, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Même si la protéine est bien présente dans notre assiette, ça ne veut pas dire du tout que notre corps va pouvoir s'en servir. C'est une étape clé, souvent oubliée, qu'on appelle la digestibilité. La digestibilité, pour faire simple, c'est le pourcentage de protéines qui réussit vraiment à passer la barrière de l'intestin pour être utilisé par notre corps. Si ce pourcentage est bas, eh bien une bonne partie de ce qu'on a mangé est tout simplement perdue. Ça ne sert à rien. Et cet exemple avec la pomme de terre est juste parfait pour illustrer ça. Regardez bien, pour une même source, la pomme de terre, la digestibilité de ces protéines passe de 47% pour des chips à 90% pour un concentré purifié. C'est énorme. La transformation de l'aliment change absolument tout. Et souvent, les protéines végétales brutes sont moins digestes. On arrive à notre troisième et dernier indice. C'est la qualité même des protéines. Parce que figurez-vous, toutes les protéines ne se valent pas pour construire du muscle ou réparer nos tissus. Il faut avoir les bons matériaux de construction. Pour bien visualiser, on peut imaginer les protéines comme de longs colliers de perles. Chaque perle, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. Notre corps, ce qu'il fait, c'est qu'il casse ces colliers pour récupérer les perles une par une. Ce sont ces perles qui sont les véritables briques de construction. Le truc, c'est que parmi ces perles, il y en a certaines qu'on appelle essentielles. Parce que notre corps ne sait pas les fabriquer, il faut absolument les trouver dans l'alimentation. Et pour les muscles, la perle star, la plus importante, c'est la leucine. Le souci, c'est que la plupart des sources végétales en contiennent bien moins que les protéines animales, comme la whey par exemple. Et voilà, l'enquête est terminée. On a nos 3 indices, le calcul, la digestibilité et la qualité. Maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle pour avoir l'image complète. Pour que tout ça soit limpide, on va utiliser une analogie, celle de la boîte de Lego. C'est parfait. Imaginons qu'on achète une boîte qui nous promet 100 briques pour construire une super tour. Cette tour, ce sont nos muscles. Première mauvaise surprise en ouvrant la boîte, sur les 100 briques promises sur l'emballage, il y en a déjà 20 qui sont en fait des petits morceaux cassés, totalement inutilisables. Ça, c'est notre fameuse azote non protéique qui a été comptée à tort comme une vraie brique. Deuxième déception. 30 autres briques sont bien là, on les voit, mais elles sont comme collées au fond de la boîte. Impossible de les attraper.
Ça, c'est notre faible digestibilité. Des protéines bien présentes, mais que notre corps n'arrive pas à absorber. Et pour finir, avec les 50 briques qui nous restent, on se rend compte qu'il nous manque les pièces de fondation les plus importantes, celles qui assurent la solidité de la tour. Ça, c'est le manque d'acides aminés essentiels, comme la leucine. Au final, notre tour sera bancale. La conclusion de tout ça est donc très simple, et cette phrase la résume à la perfection. Ce que l'on voit n'est pas ce que l'on obtient. Pour les protéines végétales, l'écart entre le chiffre sur l'étiquette et la quantité qui est réellement utilisable par le corps peut être vraiment, vraiment significatif. Et tout ça, ça nous amène à une question bien plus large finalement. Cette analyse montre qu'une étiquette peut être parfaitement légale, tout en étant potentiellement trompeuse. Alors on peut se demander, quelles autres mentions comme riche en fibres, sans sucre ajouté, ou même naturel, mériteraient qu'on y regarde à deux fois? La réflexion est lancée.